Les violettes sont des fleurs. Salut, c'est les violettes. Les folles de la Salpêtrière, les femmes sont toutes hystériques. Aujourd'hui, on va vous parler de l'histoire des folles de la Salpêtrière et cette fois-ci, c'est moi qui ai eu l'idée du sujet. Donc moi, c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps puisque mes parents travaillent à l'hôpital de la Salpêtrière et donc ils m'avaient raconté toutes ces histoires, l'histoire de ces folles qui étaient enfermées sans être sûres qu'elles étaient vraiment folles. Et donc j'ai creusé et en fait les folles de la Salpé, c'est une histoire de dingue qu'on a envie de vous partager. L'hystérie, c'est une structure névrotique de la personnalité qui est caractérisée par des symptômes corporels ou physiques qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça peut être des mouvements brusques, des crises de nerfs, des sentiments complètement inconscients en fait, qu'on ne peut pas contrôler. Et la maladie a été officiellement retirée de la classification internationale des maladies en 1952. Donc c'est important de préciser que c'est une maladie qui n'existe pas. La première fois qu'on a vu ce terme arriver, c'était avec Hippocrate. Donc Hippocrate, c'est le père de la médecine. C'était en Grèce antique et pour lui, il a mis le mot d'hystérie parce que ça venait d'utérus. Et les utérus, du coup, ça ne concerne que les femmes. Et c'était pour désigner des comportements étranges qui touchaient spécifiquement les femmes. Le terme a ensuite été repris au Moyen-Âge. On parlait de femmes atteintes d'hystérie. On connaît les légendes de femmes qui étaient soi-disant des sorcières. Beaucoup étaient d'abord accusées d'hystérie, ensuite accusées de sorcières, puis brûlées vives. Voilà. Ensuite, le terme il a évolué avec l'arrivée du docteur Jean-Martin Charcot à la fin du 19e siècle. Donc aujourd'hui, c'est seulement une insulte sexiste et par exemple, on a nos amis de Valeurs Actuelles qui aiment bien coller cette étiquette d'hystérique sur les femmes qui disent des choses avec lesquelles ils sont pas en accord, comme Alice Coffin. Il y a eu par exemple Virginia Woolf, que beaucoup de gens connaissent pour ses écrits féministes. Il y a eu aussi des suffragettes britanniques qui ont été diagnostiquées d'hystériques, parce que oui, vouloir le droit de vote pour les femmes, c'est vraiment de l'hystérie. Et ça, on ne le remarque pas uniquement au Royaume-Uni, puisque des femmes françaises ont aussi été enfermées pour les mêmes raisons et accusées d'être hystériques, comme Marguerite Delorme ou encore Constance de Salm, qui ont été toutes les deux enfermées à la Salpêtrière, car elles avaient des idées opposées au régime politique de Napoléon III. Donc en fait, l'hystérie était une bonne arme contre l'opposition politique. En parlant de ces deux femmes qui ont été enfermées à la Salpêtrière, c'était pas les seules malheureusement, on va faire le lien avec Charcot dont on vous a parlé tout à l'heure, qui était pendant un temps chef du service neurologie de la Salpêtrière. Et en fait, il traitait des maladies qu'ils appelaient maladies mentales, qui en fait étaient des maladies qui pouvaient être tout et n'importe quoi. Ça pouvait être des crises d'épilepsie, ça pouvait être des chorées, ça pouvait être des maladies que beaucoup de gens ont aujourd'hui et qui sont soignées. Et d'ailleurs, pas forcément que des maladies, il y avait aussi différents types de femmes qui étaient délaissées par la société, donc tout type de femmes. Et c'est une très belle transition pour vous parler de l'histoire de la Salpêtrière. La Salpêtrière, aujourd'hui vous le connaissez tous, aujourd'hui c'est l'un des hôpitaux les plus prestigieux du monde. Donc l'hôpital, il a été construit au XVIIe siècle sous Louis XIV et en fait le but, c'était de cacher les pauvres. En fait, c'était le roi Soleil qui voulait pas que ça tâche l'image de Paris en fait, d'avoir des pauvres dans la rue. Donc déjà ça commence mal. Donc le roi Soleil s'est mis à mettre tous ses indigents dans l'hôpital et petit à petit, l'endroit où on enfermait les personnes qui dérangeaient, donc les pauvres, les mutilés, les prostituées, est finalement devenu l'endroit où on enfermait les femmes qui dérangeaient au fur et à mesure des siècles, donc à partir du XVIIIe siècle. C'est à ce moment-là que Charcot intervient, il a été le chef de service de 1862 jusqu'à sa mort en 1893. Et maintenant, on va vous parler du traitement de l'hystérie, entre guillemets bien sûr. Déjà, il y a plusieurs techniques et pensées par rapport à l'hystérie, donc plusieurs techniques pour observer une maladie qui n'existe pas, et plusieurs pensées pour expliquer une maladie qui n'existe toujours pas. En premier lieu, dans la vision de Charcot, il y a une idée que l'hystérie vient d'un problème cognitif, donc l'hystérie a une origine nerveuse. En second lieu, Freud, qui a été l'élève de Charcot et qui a été observateur et a travaillé pendant 6 mois à la Salpêtrière, réalise que Charcot a ouvert une page, mais que pour lui ça va encore plus loin et que l'origine de l'hystérie viendrait tout simplement de l'inconscient et donc d'une névrose qu'aurait connue la patiente qui l'amènerait à avoir des réactions soudaines, qui est l'hystérie. Ça, on rappelle que tout ça, c'est sur une maladie qui n'existe pas. Donc là, on vous parle de l'hystérie par rapport aux femmes, mais il faut savoir aussi que Charcot et Freud ont parlé d'hystérie virile. Donc pour eux, il y avait quand même des hystériques hommes. Mais quand on regarde les traitements qui étaient prévus pour soigner la soi-disant hystérie,
c'était pas des traitements qui pouvaient être faits sur des hommes. Donc, Charcot met en place différents traitements qui sont des traitements absolument abusifs. Ça va de coups de poing dans le ventre, au fait qu'on va mettre des outils en fer dans l'utérus de jeunes femmes, à l'hydrothérapie. C'est pas comme vous pensez, on est au spa, c'est super cool et tout. Non, c'est vraiment... On est dans des bains brûlants, ensuite on est dans des bains glaciales pour que le corps réagisse. Donc c'est absolument horrible. En plus de ça, on a aussi l'hypnose que Charcot met en place avec grand plaisir. Et on en parlera un peu plus tard, mais s'amuse à faire venir toute la bourgeoisie parisienne pour découvrir ce fameux phénomène qu'est l'hypnose, où il va clairement mettre en scène l'hystérie. Donc on ne sait pas si les jeunes femmes simulaient pour faire plaisir aux médecins ou si elles étaient vraiment sous hypnose, mais tous ces traitements sont absolument abusifs. Donc on vous a parlé des traitements avec des coups de poing dans le ventre et des outils en métal dans l'utérus. La théorie c'était qu'il fallait mettre une pression sur les ovaires et du coup quelle bonne idée de mettre des coups de poing dans le ventre à quelqu'un qui est en train de faire une soi-disant crise d'hystérie. Je pense que ça calme tout le monde des coups de poing dans le ventre au point de toucher les ovaires avec sa force. Ensuite, les traitements par hydrothérapie, comme Cynthia vous l'a dit, c'est pas de la balnéo, Vraiment, c'était une souffrance extrême. Imaginez-vous dans un bain brûlant, puis dans un bain glacé, puis ensuite frappé dans le ventre, et puis ensuite jeté sur la place publique avec tout le monde qui vous observe comme si vous étiez un animal de zoo. Avec en plus l'enfermement et l'impossibilité de sortir de cet hôpital qui est encore aujourd'hui glauquissime quand on y met les pieds, c'était pas des vacances. Et sans oublier la technique la plus sympathique, qui étaient les électrochocs. C'est très simple. On met une sorte de casque sur la tête de la jeune femme et on lui envoie des décharges électriques pour qu'elle ait une réaction nerveuse. Voilà, c'est absolument horrible. Je vous laisse imaginer les conséquences sur la santé mentale et physique de la femme qui le subit. Mais bon, on peut toujours aller vers le pire, mais il faut savoir que pour soigner l'hystérie, certains, comme des médecins américains, conseillaient une ablation du clitoris. Charcot n'a jamais voulu aller jusque-là. On peut dire fort heureusement. Est-ce que ça efface ses faits pour autant ? Non, mais on peut dire qu'il y a toujours pire. C'était quand même pas Jojo. Donc en fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que déjà ces traitements étaient absolument atroces, et en plus on a été surprise de trouver que ces deux hommes, Freud et Charcot, ont parlé d'hystérie virile, sachant que les traitements qu'on vous a cités, globalement, c'est que pour les femmes. On va jamais enlever le clitoris d'un homme, parce que ils en ont pas. Donc c'est des traitements qui sont spécifiques aux femmes. Il faut savoir que dans la personnalité de Charcot, c'est un homme qui se nourrissait du regard des autres et de la notoriété qu'il avait. Donc, pour tout ce qui était de l'hypnose, il a réussi à mettre en place des sortes de spectacles vivants où il hypnotisait des patients qui devaient avoir une crise d'hystérie devant un public de bourgeois hyper interloqués. Et en plus de ça, on va parler d'un phénomène toujours aussi hallucinant, le bal des folles. Donc tout simplement, tous les ans, à la mi-carême, une fête est organisée à la Salpêtrière où on invite toute la bourgeoisie parisienne pour qu'elle vienne observer les patientes de la Salpêtrière. Donc en fait, c'est à peu près aussi glauque que les personnes qui se rendent dans un delphinarium et qui voient des orques sauter, faire des choses qui sont absolument pas naturelles et qui vont se laisser mourir après. Là, en fait, c'est pareil. Elles étaient traitées comme des animaux de foire qu'on va voir pour juste se faire un peu un coup de sensation. Je suis complètement d'accord avec toi, et en fait, c'est même pas que de l'observation, parce que c'est comme si ils étaient au zoo, mais pas seulement, ils rentrent dans le zoo, ils rentrent dans la cage au lion, ils sont pendant une soirée en immersion dans ce monde qui leur paraît tellement loin. Et en plus, les femmes, qu'on va appeler les folles ici pour être plus simple, elles étaient hyper enjouées d'y aller parce qu'en fait, elles espéraient rencontrer un homme qui allait pouvoir les sortir de là. Parce que, bien évidemment, à l'époque, les femmes n'étaient pas maîtres d'elles-mêmes, c'est leur père, leur mari qui décidait de leur traitement. Et si elles trouvaient un mari qui voulait bien les sortir de là, mais c'était leur carte de sortie en fait. Et bien sûr, un bal avec des hommes de la haute bourgeoisie, des femmes qui n'ont aucun pouvoir, beaucoup d'alcool. On ne détaille pas les possibles excès qu'il y a dû avoir. Voilà. Donc là, on vous a parlé des traitements et en plus de ce bal qui est complètement aberrant. Mais il y a quand même quelques femmes qui ont réussi à en sortir. Elles sont très peu et on va vous présenter celles qui ont l'histoire la plus dingue. Donc dans les deux patientes qui ont pu s'échapper de la Salpêtrière, il y a Augustine et Jane Avril. Une s'est échappée et l'autre a été libérée par miracle, parce qu'elle était soi-disant guérie. Louise Augustine Glaise, c'est le cas typique de la jeune fille qui grandit dans un milieu assez précaire, où les parents sont domestiques. Elle se fait abuser par le maître de maison qui la viole, qu'on appellera Monsieur C. Il faut savoir par ailleurs que ce maître de maison a aussi violé sa mère, avec qui il a eu un enfant, qui est le frère du coup
d'Augustine. Donc, Monsieur C, après avoir violé la mère, viole la fille qui n'est âgée que de 13 ans. La jeune fille développe ce qu'on appelle aujourd'hui des symptômes post-traumatiques, mais qu'à l'époque, on ne savait définir, personne ne s'en inquiète. Et ne voyant pas son état évoluer, on décide de l'interner 1 an plus tard à la Salpêtrière, et c'est le docteur Charcot qui la prend en main. Tu m'étonnes qu'elle soit devenue folle après ça. Alors, après tout ce qu'elle a vécu, elle a développé, comme Cynthia l'a dit, des symptômes du stress post-traumatique. Donc il y a des tremblements, il y a un œil qu'elle arrive quasi plus à ouvrir et une jambe qu'elle ne peut plus bouger. Et ça, aujourd'hui, c'est des symptômes qui s'expliquent par le stress post-traumatique, parce que l'esprit fait faire énormément de choses au corps et ça se soigne par une thérapie calme, douce, avec le patient qui est consentant de subir ce traitement. Là, c'était pas tellement le cas. On ne sait pas trop pourquoi, Charcot développe une sorte d'obsession avec cette jeune fille qui devient son modèle type d'hystérie. On se demande quelles étaient vraiment leurs relations. On parle d'une jeune fille de 14 ans très impressionnable et impressionnée par un grand docteur qui est soi-disant là pour la soigner. Donc il y a une relation un peu amour-haine qui se met en place, qui a été d'ailleurs adaptée au cinéma à 2 reprises, une fois dans les années 50 et une fois à la fin des années 2000. Et Augustine va devenir un peu le modèle type que Charcot va hypnotiser devant les assemblées de bourgeois dont on parlait juste avant. Elle va être photographiée par le docteur à maintes reprises parce qu'elle passe très bien l'objectif et elle symbolise parfaitement l'image de la malade type d'hystérie. Là, la réaction que j'ai assez naturellement, c'est quand Cynthia raconte ça, je suis là, mais c'était son hystérique préféré, comme son type d'hystérie préféré, mais c'est comme des cartes Pokémon pour lui, c'est pas des patients. À ce niveau-là, c'est juste des corps malades, qu'il n'était pas vraiment en plus, qui n'étaient pas hystériques. Et lui, il a cartographié un nombre de types d'hystérie pas possible, il a tout observé, il a tout écrit, tout décrit, tout renseigné, il a fait des vraies études, alors que ça n'existait pas. Et lui, il les collectionnait comme vous ou moi, on va collectionner des cartes Pokémon, des cartes Panini et ce genre de choses. Au bout d'un moment, Augustine n'en peut plus, elle est jeune, elle se rend compte qu'elle est en train de passer à côté de sa vie, que ses traitements sont absolument abusifs. Elle décide alors de s'échapper en se déguisant en homme. Elle tente une première fois, elle échoue, elle finit par y arriver, en 1880, déguisée en homme, et sa vraie vie commence à partir de ce moment-là. C'est fou de se dire qu'en mettant un pantalon et un chapeau à une époque, c'était bon, t'avais le droit de tout faire. T'avais une jupe, c'était mort, t'avais un pantalon, c'était ok. Il y a aussi Blanche Whitman qui n'a pas eu le même dénouement heureux en s'échappant qu'Augustine et qui, elle, était carrément surnommée la diva des hystériques par Charcot. Parce que, en fait, pour faire plaisir au docteur, elle simulait des scènes d'hystérie tellement elle était impressionnée par le médecin. C'est ce côté ultra malsain qu'on peut avoir par toutes les démonstrations qui ont été faites sur les études quand on voit quelqu'un en blouse blanche qui demande quelque chose à quelqu'un d'autre. On va tout de suite se sentir soumis et inférieur et on va vouloir faire plaisir à la personne pour impressionner cette personne qui est vraiment supérieure à nous. Et c'est un peu ce qui s'est passé, et aussi probablement que au moins comme ça elle était tranquille, elle faisait semblant de faire sa crise, elle la faisait pas vraiment, et après c'est bon, elle pouvait continuer sa vie comme elle pouvait enfermée dans cet asile. Il y a aussi le cas de Jane Avril, qui est assez incroyable puisque là c'est une femme qui a été libérée, on lui a dit ça y est, t'es guérie, tu peux partir. Et c'est la seule dont on a des traces encore aujourd'hui, avec des sources qui sont fiables, sur son histoire. Donc en fait elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle la chorée de Sydenham. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont atteints de cette maladie. En fait, toutes les chorées, globalement, c'est des mouvements anormaux qui sont pas décidés par la personne atteinte et qui peuvent vous faire avoir l'air fou. Mais quand on sait ce que c'est juste des impulsions électriques du cerveau jusqu'à vos membres qui sont pas contrôlées et ça se traite aujourd'hui. De son vrai nom, Jeanne-Louise Baudon, grandit sans connaître son père, avec une mère qui est clairement violente, alcoolique, qui n'hésite pas à la battre, à la maltraiter pendant toute sa jeunesse. Au bout d'un moment, la jeune Jeanne commence à avoir des crises nerveuses. Par la suite, elle est donc internée à la Salpêtrière à 14 ans, sous la supervision du docteur Charcot. Bon, Jeanne gardera un plus ou moins bon souvenir. Elle a dit dans ses écrits, dans ses mémoires, qu'elle était nostalgique de cette période pour les rencontres qu'elle a faites, mais ses souvenirs sont ancrés de mélancolie. Elle est l'une des rares qui a pu sortir de la Salpêtrière, c'est-à-dire qu'à 16 ans, le docteur Charcot l'a estimée guérie. Elle a donc le droit de sortir. Et en fait, c'est en participant au bal de la mi-carême qu'elle s'est rendue compte qu'elle était passionnée de danse et qu'en plus, la danse lui permettait de soigner ses symptômes. Donc elle sort à 16 ans de la Salpêtrière car le docteur Charcot l'estime guérie, ce qui est très très rare.
Et elle devient très vite une figure emblématique des nuits parisiennes. C'est-à-dire qu'elle va faire l'affiche du Moulin Rouge pendant des années et deviendra même l'une des muses officielles de Toulouse-Lautrec. Et ce qui est assez dingue avec cette patiente-là, c'est que elle a trouvé une sorte de traitement à sa maladie par la danse. Et en fait, aujourd'hui, à la Salpêtrière, pour les patients qui sont atteints de troubles un peu du même style, il y a des cours de danse qui sont organisés. Donc en fait, par son enfermement, par ce bal qui était donné pour les donner en spectacle, elle a quand même trouvé un traitement qui est arrivé là. Donc il aura fallu attendre plus de 100 ans pour qu'on se rende compte que le traitement qu'elle s'était trouvé toute seule, il fonctionne. Et maintenant, les patients, ils dansent. Charcot a travaillé pendant des décennies pour trouver un traitement à une pseudo-maladie et une patiente a trouvé toute seule un moyen de se soigner et s'est rendu compte par elle-même que sa maladie n'avait rien à voir avec de l'hystérie. C'est quand même fou en vrai. Donc voilà, on vous a partagé les histoires qui nous avaient le plus marqué et celles sur lesquelles on avait le plus d'informations. On n'a pas été très drôle sur cet épisode, encore moins que sur le premier, parce que on trouve qu'il est encore plus dur, encore plus lourd. Et en fait, quand on en parle, ça me donne pas du tout envie de faire des blagues. J'aurais bien aimé le prendre côté ironique. Bon, le côté marrant, c'est que je pense que si on avait vécu au 19e siècle, Philou et moi aurions été internés. Mais c'est peut-être le seul truc marrant. Enfin, je sais même pas si c'est marrant en fait. Bon, sinon, si on peut dire quelque chose de positif, la Salpé, aujourd'hui, vous y allez et c'est votre choix d'y aller et vous n'êtes pas enfermé et vous rentrez chez vous quand vous voulez et globalement, vous êtes soigné. Donc maintenant, ça va mieux. Et surtout, on a fait d'énormes progrès sur la santé mentale. Généralement, j'ai pas envie de dire la santé mentale des femmes parce qu'en fait, c'est des maladies qui concernaient aussi les hommes, mais on s'en rendait pas compte à l'époque. Parce qu'on était beaucoup trop centrés sur les problèmes des femmes. Et aujourd'hui, on a fait tellement de progrès sur la santé mentale que justement, en fait, ce podcast, c'est un message d'espoir et c'est un message aussi pour se rendre compte l'évolution que le monde de la psychanalyse a connue. Et c'est magnifique. Voilà, cet épisode des Violettes est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. Et pour en apprendre encore plus sur les femmes, l'histoire et les femmes dans l'histoire, rendez-vous sur notre Instagram et notre TikTok. C'est @lesviolettespodcast. À bientôt!